Il y a des hommes qui naissent au bord de l'eau et qui passent leur vie à la regarder comme on regarde une promesse. Pas la mer ouverte, pas encore. D'abord les rivières lentes, les marais, les quais de bois qui grincent, l'odeur de goudron chauffé au soleil, les cordages humides, les voiles pliées comme des draps. Raphaël Semmes vient au monde le 27 septembre 1809 dans le Maryland, à une époque où les États-Unis sont encore un pays jeune, nerveux, susceptible qui se cherche une stature sur l'Atlantique. Le Maryland, c'est déjà une frontière intérieure, ni tout à fait nord, ni tout à fait sud. Une terre de plantations et de ports, de tabac et de commerce, de loyauté mêlée, et dans cette Amérique-là, la mer n'est pas seulement un horizon romantique, c'est une route, une carrière, une discipline, une hiérarchie de fer. Il perd tous ses parents. Ce détail chez Semmes n'est pas une anecdote sentimentale, c'est une matrice. L'orphelin apprend vite à se tenir droit, à compter sur des règles plutôt que sur des bras protecteurs. Il est élevé par des proches, et l'on devine un garçon qui observe, qui retient, qui se forge une armure de politesse et de précision. Plus tard, on dira de lui qu'il est cultivé, qu'il écrit bien, qu'il parle avec une clarté presque juridique. Ce n'est pas un hasard. Dans l'Amérique du début du XIXe siècle, l'ascension sociale passe par les professions, le droit, l'armée, la marine. Semmes va toucher aux deux premières avant de se livrer entièrement à la troisième. Il y a dans la marine de guerre une tentation particulière, celle de l'ordre absolu. Sur terre, tout est négociable, tout se discute, tout se dilue. À bord, non. À bord, la chaîne de commandement est une colonne vertébrale, le temps est découpé en quarts, la nuit a ses consignes, le jour a ses manœuvres. Le vent dicte, la mer sanctionne, et l'officier, lui, apprend à ne pas trembler, même quand la coque gémit et que les vergues vibrent comme des nerfs. Semmes entre dans l'US Navy dans les années 1820, encore adolescent. L'US Navy de cette époque n'a pas la masse industrielle qu'elle aura plus tard. Elle a des frégates, des sloops, des goélettes, des hommes qui naviguent loin, souvent longtemps, et qui portent l'uniforme comme une preuve que la République peut se défendre sur l'eau. On sort à peine de la guerre de 1812, cette guerre où les Américains ont appris, parfois à leurs dépens, que l'Atlantique n'est pas un lac privé britannique. La marine américaine se construit une identité, fière, technique, obsédée par la compétence. Un officier doit savoir lire une carte, calculer une position, tenir un journal de bord, comprendre les courants, les vents, les saisons. Il doit aussi savoir vivre avec des hommes enfermés dans un espace étroit, sous tension permanente, avec la promiscuité, la fatigue, les maladies, les colères. La discipline n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Semmes, lui, se distingue par une chose qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Il pense en juriste. La mer au XIXe siècle n'est pas seulement un théâtre d'opération, c'est un espace de droit. Qui a le droit d'arrêter un navire? Dans quelles conditions une prise est-elle légitime? Qu'est-ce qu'un blocus valable? Qu'est-ce qu'une contrebande? Qu'est-ce qu'un pavillon neutre? Ces questions, pour beaucoup d'officiers, sont des complications administratives. Pour Semmes, elles deviennent une arme. Il comprend que la guerre sur mer, surtout quand on n'a pas une flotte écrasante, se gagne aussi avec des papiers, des signatures, des procédures. La légitimité, ce mot austère, peut faire la différence entre un acte de guerre et un acte de piraterie. Il n'est pas seulement marin. Il est aussi, pendant un temps, avocat. Cette double formation, l'homme de pont et l'homme de texte, va le marquer au fer. On imagine Semmes, jeune officier, dans une cabine éclairée à la lampe, le roulis qui fait danser l'encre, un livre de droit maritime, à portée de main, des notes prises avec une application presque maniaque. Ce n'est pas le portrait classique du loup de mer. C'est autre chose, un professionnel qui veut maîtriser le cadre, qui veut pouvoir justifier ses actes, les inscrire dans une logique, à les défendre devant des tribunaux de prise, devant l'opinion, devant l'histoire. L'Amérique, pendant qu'il apprend son métier, change de peau, les États s'étendent vers l'ouest, les tensions sur l'esclavage montent comme une fièvre, le nord s'industrialise, le sud s'accroche à une économie de plantation, les ports du sud exportent coton et tabac, les ports du nord construisent des navires, des machines, des rails, et la marine fédérale, elle, est un instrument national, elle appartient à l'Union, pas à un État. Pour un officier né dans un État frontière comme le Maryland, la question de l'allégeance peut rester longtemps théorique. On serre le drapeau, on serre la solde, on serre la carrière. On serre aussi une certaine idée de l'honneur militaire qui se veut au-dessus des querelles politiques, mais les querelles politiques finissent toujours par monter à bord. Avant que la grande fracture n'arrive, Semmes se forge une réputation d'officier compétent. Il sert sur différents bâtiments dans une marine où l'on apprend par la mer elle-même
les tempêtes, les avaries, les escales, les maladies tropicales, les longues périodes de routine où l'ennui est un ennemi aussi dangereux que l'ennemi visible. La vie d'un officier de marine, c'est une alternance de précision et d'imprévu. On peut passer des semaines à vérifier des gréements, à inspecter des canons, à faire répéter des manœuvres. Puis, en une heure, tout bascule. Un grain, une collision, une épidémie, un incident diplomatique dans un port étranger. Et puis vient la guerre américano-mexicaine en 1846. Une guerre souvent racontée comme une affaire terrestre. Marche, bataille, prise de ville, mais où la mer joue un rôle crucial. La marine américaine bloque, transporte, appuie, elle projette la puissance. Elle coupe des lignes de ravitaillement, elle fait ce que la marine sait faire quand elle est bien utilisée. Elle transforme la géographie en avantage. Pour un officier comme Semmes, c'est une école, la guerre réelle par les exercices, la logistique, pas les discours. Les ordres qui arrivent tard, les informations incomplètes, les décisions à prendre avec ce qu'on a sous la main. Dans ces années-là, la technologie commence à changer la mer. La voile règne encore, mais la vapeur s'impose. Les navires à roues, puis à hélice, apparaissent. Les coques évoluent, les canons aussi. Un officier qui veut rester pertinent doit comprendre ces mutations. La vapeur, c'est la promesse de ne plus dépendre entièrement du vent, mais c'est aussi la dépendance au charbon, aux machines, aux pièces de rechange. C'est une nouvelle tyrannie, celle du combustible. Et déjà, dans l'esprit d'un homme comme Semmes, cette réalité s'imprime. Qui contrôle le charbon contrôle la mobilité. Qui contrôle les ports contrôle la guerre. La guerre américano-mexicaine lui donne de l'expérience et une certaine visibilité. Il n'est pas un héros flamboyant de bataille navale. Il n'y a pas dans cette guerre un Trafalgar américain, mais il est un officier qui a vu comment une nation utilise la mer pour frapper un adversaire. Il a vu aussi la fragilité des communications, l'importance des renseignements, la valeur d'un navire bien commandé, et il a vu surtout que la guerre ne se limite pas à couler des bâtiments ennemis, elle consiste à étouffer, à priver, à désorganiser. Après la guerre, Semmes continue sa carrière dans l'US Navy. Il écrit, il réfléchit, il observe la politique américaine se tendre. Les années 1850 sont une décennie de fissures, compromis, violence, discours enflammés, États qui menacent de partir, autres qui jurent qu'ils ne laisseront pas faire. Dans les salons, dans les journaux, dans les assemblées, on parle de constitution, de droit des États, de souveraineté. Mais dans les ports, on parle d'assurance maritime, de cargaison, de routes commerciales. Deux langages qui se croisent sans toujours se comprendre. Semmes, lui, comprend les deux. Il sait ce que vaut un navire marchand. Il sait ce que signifie perdre une cargaison. Il sait que l'économie sur mer est une artère. Couper l'artère et le corps s'affaiblit. Il y a chez lui une idée qui mûrit, lentement, comme une obsession froide. Une idée qui n'a rien de romantique. Si un jour la guerre éclate entre le Nord et le Sud n'aura pas la flotte. Le Sud n'aura pas les chantiers, pas les arsenaux, pas les stocks, pas les usines capables de produire en masse des canons, des machines, des coques. Le Nord, lui, a l'industrie, les capitaux, une marine qui peut grossir vite. Alors comment frapper? Comment faire mal? Pas en cherchant la bataille rangée contre des escadres supérieures. Pas en jouant au duel de cuirassés quand on n'a pas de cuirassés. Il faut frapper autrement. Frapper là où l'Union est vulnérable, le commerce. La guerre de course n'est pas une invention confédérée. C'est une vieille pratique, presque aussi vieille que la navigation commerciale elle-même. Des navires armés autorisés par un gouvernement attaquent le commerce ennemi, capturent des prises, les amènent dans un port pour jugement ou les détruisent si nécessaire. C'est une guerre économique, une guerre de nerfs, une guerre qui vise les assureurs autant que les armateurs, une guerre qui fait monter les primes, détourne les routes, immobilise des capitaux, et surtout, une guerre qui oblige l'adversaire à disperser ses forces. Au lieu de concentrer ses navires pour bloquer ou attaquer, il doit courir après des ombres sur des milliers de milles. Semmes n'est pas un aventurier improvisé. Il est un officier de carrière qui pense en termes de système. Il sait que la guerre de course exige une discipline particulière. Il faut être rapide, mobile, discret. Il faut connaître les routes commerciales, les saisons, les vents dominants. Il faut savoir où trouver du charbon, de l'eau, des vivres. Il faut comprendre la neutralité des ports étrangers, les limites du droit international, les susceptibilités diplomatiques. Il faut aussi, et c'est crucial, savoir traiter les équipages capturés. Un raider qui massacre ou maltraite devient un paria. Un raider qui se présente comme un officier correct peut espérer des tolérances, des complicités, des silences. Cette obsession de la légalité chez Semmes n'est pas une coquetterie morale, c'est une stratégie. Il veut pouvoir dire « je ne suis pas un pirate ».
je suis un belligérant. Je combats selon les règles. Je prends des navires ennemis, je respecte les neutres, je traite les prisonniers avec décence, et en même temps, il sait très bien ce qu'il fait. Il brûle de la richesse. Il transforme des coques, des cargaisons, des mois de travail en fumée et en cendres au large. Il frappe des civils, parce que le commerce, ce sont des civils. Il mène une guerre qui ne ressemble pas à la bataille héroïque, mais à une saignée méthodique. Quand la sécession arrive en 1860-1861, le pays se déchire. Les États du Sud font sécession, forment les États confédérés d'Amérique. L'Union refuse de reconnaître cette séparation. La guerre devient inévitable. Pour les officiers de l'armée et de la marine fédérale, c'est un moment de choix brutal. Certains restent fidèles à l'Union, d'autres suivent leur État, d'autres encore suivent une idée du Sud, même si leur État est ambigu. Sem, né dans le Maryland, qui ne fera pas sécession, choisit pourtant la Confédération. Ce choix dit beaucoup. Il ne s'agit pas seulement d'une loyauté administrative, c'est une adhésion politique et culturelle. Il se sent sudiste, il se sent lié à cette cause, et il accepte les conséquences. Rupture avec la marine où il a fait carrière, rupture avec des camarades, rupture avec une institution qui lui a donné son identité. Ce moment-là est souvent raconté comme une scène de drapeau, de serment, de démission, mais la réalité est plus rugueuse. Quitter l'US Navy, c'est quitter une machine organisée, des arsenaux, des ports, des chaînes d'approvisionnement. C'est entrer dans une marine confédérée qui au début n'est qu'un projet, une administration qui cherche des navires, des officiers, des canons, du charbon, une marine qui doit inventer ses procédures, ses grades, ses uniformes, ses codes, une marine qui doit faire la guerre contre une puissance maritime supérieure avec des moyens dérisoires. Et pourtant, pour un homme comme Sem, c'est aussi une opportunité. Dans l'US Navy, il est un officier parmi d'autres, soumis à l'ancienneté, aux affectations, aux lenteurs bureaucratiques. Dans la Confédération, les talents sont rares, les postes se créent, les idées audacieuses trouvent plus facilement une oreille. Sem arrive avec une compétence précieuse. Il connaît la mer, il connaît le droit maritime, il connaît les pratiques de la guerre de course, il sait comment transformer un navire en prédateur. Il n'est pas seul à penser à la guerre de course. La Confédération, dès le début, comprend qu'elle ne pourra pas briser le blocus de l'Union par la force brute. L'Union, avec sa marine, va tenter d'étouffer le Sud, de fermer ses ports, de couper ses exportations de coton, d'empêcher l'importation d'armes et de matériel. Le blocus, c'est une strangulation lente. Pour répondre, le Sud a plusieurs options. Les coureurs de blocus, rapides, bas sur l'eau, qui filent la nuit. Les cuirassés improvisés. Sur les rivières. Et au large, les raiders, ces navires qui vont porter la guerre sur les routes commerciales de l'Union. Sem se place naturellement dans cette dernière catégorie. Il a le tempérament pour cela. Patience, calcul, goût du détail, capacité à vivre longtemps loin de toute base. Il a aussi une certaine vision de lui-même, celle d'un officier chevaleresque, qui combat avec panache, qui respecte les formes. Cette vision est utile parce qu'elle lui donne une posture. Elle lui permet de se présenter dans les ports étrangers comme un gentleman, pas comme un bandit. Mais elle est aussi dangereuse parce qu'elle peut masquer la réalité de ce qu'il fait. Une guerre contre des navires marchands, contre des équipages qui ne sont pas des soldats, contre des cargaisons qui représentent des fortunes. Dans les premiers mois de la guerre de sécession, la Confédération cherche des hommes capables d'agir vite. Sem est nommé dans la marine confédérée en 1861. Il n'arrive pas comme un novice exalté. Il arrive avec des années de service, une expérience de guerre, une connaissance intime des procédures navales. Il sait ce que l'Union va faire. Il sait comment pense un officier fédéral. Il connaît les réflexes, les habitudes, les routes. Cette connaissance, c'est un avantage invisible, un avantage qui ne se mesure pas en canon, mais en anticipation. Il faut imaginer l'atmosphère de 1861 dans les ports du Sud, des quais encombrés, des hommes qui chargent des caisses, des officiers qui courent avec des ordres, des rumeurs qui circulent plus vite que les navires. On manque de tout. On improvise, on réquisitionne, on transforme des bateaux civils en bâtiments de guerre, on cherche des canons là où il y en a, on recrute des marins, des mécaniciens, des artilleurs. Et au-dessus de tout cela, il y a une urgence. L'Union se met en mouvement, le blocus se dessine, les croiseurs fédéraux commencent à patrouiller, chaque jour qui passe rend la mer plus dangereuse. Sem, dans ce chaos organisé, apporte une chose rare, une méthode. Il sait que la guerre de course n'est pas une suite de coups de chance, c'est une campagne qui se planifie comme une chasse. Où sont les routes du commerce nordiste? Quels ports fréquentent les navires marchands? Quelles cargaisons transportent-ils? À quelle saison?
Quel pavillon utilise-t-il parfois pour tromper? Quels sont les points de passage obligés? Les détroits, les caps, les zones de calme où les voiliers traînent. Il pense en termes de géographie économique. Il pense aussi en termes de psychologie. Un navire marchand, quand il aperçoit une voile inconnue, ne sait pas toujours si c'est un ami, un neutre, un ennemi. La mer est grande, les identifications sont incertaines. Un raider efficace joue avec cela. Il peut se déguiser sous un pavillon neutre jusqu'au dernier moment, puis hisser son vrai drapeau. Il peut approcher comme un simple marchand, puis ouvrir ses sabords. Il peut utiliser la surprise, la vitesse, la ruse. Sem comprend que la guerre de course est un théâtre où l'apparence compte autant que la force. Mais avant d'être ce chasseur mondial, il doit devenir d'abord un officier confédéré dans une marine qui n'a pas encore de dents. Il doit convaincre, obtenir un commandement, recevoir un navire. Et surtout, il doit accepter une réalité humiliante. La Confédération, pour frapper le commerce de l'Union, devra souvent dépendre de l'étranger, des chantiers britanniques, des ports neutres, des fournisseurs de charbon, des réseaux d'agents. La guerre sur mer devient immédiatement une guerre diplomatique. Chaque escale est une négociation, chaque réparation est une affaire politique. Chaque canon embarqué peut devenir un scandale international. Sem, avec son esprit légaliste, est paradoxalement bien adapté à cette zone grise. Il sait lire les textes, comprendre les limites, exploiter les ambiguïtés. Il sait que la neutralité britannique, par exemple, n'est pas une barrière absolue. C'est un ensemble de règles que l'on peut contourner, sans les briser ouvertement. On peut armer un navire commercial qui deviendra militaire ailleurs. On peut recruter discrètement. On peut acheter du charbon par des intermédiaires. On peut jouer sur les délais, sur les interprétations. Ce n'est pas de la magie, c'est de la procédure. Et pendant que Sem se prépare à cette guerre de prédation, l'Union, elle, se prépare à une guerre industrielle. C'est là que se dessine déjà la limite de son futur succès. La guerre de course peut faire mal, très mal, mais elle ne détruit pas les usines. Elle ne prend pas les villes. Elle ne remplace pas une armée. Elle saigne l'économie, elle affole les marchés, elle oblige à détourner des navires de guerre vers l'escorte et la chasse. Elle peut même, à court terme, donner l'impression que le Sud frappe partout. Mais face à une puissance capable de construire des navires en série, de financer des escadres, de serrer l'étau diplomatique, la guerre de course finit par rencontrer un mur, celui de la production et de l'organisation. Sem n'ignore pas cela. Il n'est pas naïf. Il sait que son rôle, s'il obtient un navire, sera celui d'un aiguillon, un aiguillon qui pique sans cesse, qui oblige l'adversaire à se retourner, à se disperser, à douter. Il sait aussi que la mer est un espace où la réputation compte. Un raider qui réussit devient une légende. Et une légende, même exagérée, a un effet réel. Les armateurs hésitent. Les capitaines changent de route. Les assureurs augmentent les primes. Les journaux s'enflamment. La peur devient un facteur stratégique. Il y a chez Sems une ambition personnelle aussi, pas une ambition vulgaire, pas une soif de richesse. Même si la guerre de course, historiquement, a souvent été liée à l'appât du gain, chez lui, c'est plutôt une ambition de compétence et de reconnaissance. Il veut prouver qu'il est un grand marin. Il veut prouver que sa compréhension du droit et de la mer peut produire des résultats. Il veut être celui qui, avec peu, fait beaucoup. Celui qui transforme un navire isolé en menace mondiale. Cette ambition-là est dangereuse, parce qu'elle peut pousser à prendre des risques. Mais elle est aussi ce qui donne de l'énergie à un homme qui va passer des mois loin de tout, à vivre dans l'incertitude, à compter les tonnes de charbon, à surveiller l'état d'une coque, à guetter des silhouettes à l'horizon. Dans les bureaux confédérés, on discute de stratégie navale, on manque de navires de ligne, on manque de frégates modernes. On a des idées, des mines, des torpilles primitives, des cuirassés fluviaux. Mais la mer ouverte, l'Atlantique, c'est un autre monde. Sem se positionne comme l'homme de l'Atlantique. Il a la culture maritime nécessaire, il a aussi une plume. Il sait écrire des rapports, des mémoires, des arguments. Il sait convaincre. Dans une jeune administration, cela compte autant que le courage. Et puis, il y a cette contradiction intime qui ne le quittera jamais. Sem se voit comme un officier honorable, un homme de règle, un professionnel. Mais il s'engage dans une cause qui défend la sécession. Et, par extension, un ordre social sudiste dont l'esclavage est un pilier. Il peut se raconter qu'il se bat pour les droits des États, pour une certaine lecture de la Constitution, pour l'honneur du Sud. Il peut se raconter qu'il ne fait que son devoir envers sa communauté. Mais la réalité historique est là, lourde, indiscutable. La Confédération naît pour préserver un système, et Semes, en choisissant ce camp, accepte d'être l'un des instruments de sa survie. Cette tension se retrouve dans sa manière de concevoir la guerre. Il veut une guerre propre dans la forme, procédure, respect des prisonniers, neutralité.
mais il mène une guerre qui vise le pain, le tissu économique, la sécurité des routes commerciales. Il veut être un chevalier, mais il pratique l'incendie. Il veut être reconnu comme belligérant légitime, mais il sait que pour l'Union, il sera un criminel, un pirate, un homme à abattre. Il avance donc sur une ligne étroite, assez dure pour être efficace, assez correcte pour être tolérée. Dans les ports, on entend déjà les mots qui vont définir son futur. Raider, corsaire, croiseur. Les termes ne sont pas neutres. Corsaire évoque une tradition, une lettre de marque, une guerre encadrée. Pirate évoque l'illégalité, la corde, la potence. Sem, juriste dans l'âme, sait que la bataille des mots est une bataille réelle. Il sait que l'Union cherchera à le délégitimer, à faire pression sur les neutres pour qu'ils refusent de l'accueillir, de le ravitailler, de le réparer. Il sait que chaque capture sera scrutée, chaque incident amplifié. Il sait que la moindre faute, un navire neutre arrêté, un équipage maltraité, une cargaison contestée, peut devenir un argument diplomatique contre lui. Alors il se prépare. Il se prépare comme on se prépare à une campagne longue. Il faut des officiers fiables. Il faut des hommes capables de tenir un canon, de manœuvrer une voile, de réparer une machine. Il faut des marins qui acceptent une vie de chasse, sans port d'attache, avec la perspective d'être traqués. Il faut aussi une discipline morale, ne pas se laisser aller au pillage, ne pas transformer la guerre de course en brigandage, parce que la Confédération, si elle veut survivre, a besoin de l'Europe. Elle a besoin de la sympathie, ou au moins de la neutralité bienveillante, et l'Europe, surtout la Grande-Bretagne et la France, regarde la guerre américaine avec un mélange d'intérêts économiques et de prudence politique. Sem comprend l'Europe. Il comprend que les ports européens sont des scènes où l'on joue un rôle. On y arrive propre, on y parle bien, on y respecte les règles, on y paie comptant, on y évite les scandales. On y laisse une impression. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la stratégie. Un raider qui se comporte comme un bandit ferme les portes. Un raider qui se comporte comme un officier peut les entrouvrir. Dans cette première phase de sa vie, avant les grands noms qui feront trembler les assureurs, Sumter, Alabama, il y a donc un homme qui se construit, un homme qui a appris la mer dans une marine nationale, qui a appris la guerre dans un conflit d'expansion, qui a appris le droit comme une seconde nature, et qui se retrouve à 50 ans passés à recommencer presque à zéro dans une marine naissante pour une cause qui joue sa survie. Ce n'est pas l'histoire d'un jeune loup, c'est l'histoire d'un professionnel mûr qui mise tout sur une idée. Et cette idée, elle est simple et terrible. Si l'on ne peut pas battre l'Union par la force navale, on peut la frapper au portefeuille. On peut transformer l'océan en champ de ruines invisibles, on peut faire baisser des pavillons sans tirer une bordée. On peut faire évacuer des équipages, puis regarder un navire marchand brûler lentement, la fumée noire s'étirant sur l'eau, les flammes, léchant les vergues, les cendres retombant comme une neige sale sur la mer. On peut laisser derrière soi une trace qui n'est pas une conquête de territoire, mais une série de pertes, de peurs, de détours, de primes d'assurance qui explosent. Sem n'a pas encore son navire mythique, il n'a pas encore son duel sous les yeux de l'Europe. Il n'a pas encore cette réputation qui fera de lui, selon les camps, un héros ou un pirate, mais il a déjà l'essentiel. Une formation d'officier de l'US Navy, une expérience de guerre, une intelligence juridique et une décision politique irréversible. Il a franchi le point de non-retour. Et désormais, chaque compétence acquise dans la marine de l'Union va servir à la combattre. Dans les couloirs de la jeune marine confédérée, on parle de navires disponibles, de coques à acheter, de bâtiments à convertir. On parle de canons à trouver, de poudre à économiser, de charbon à obtenir. On parle aussi de noms, de commandements. Sem attend son heure, mais il ne la subit pas. Il la prépare. Il écrit, il argumente, il se rend indispensable. Il sait que la guerre sur mer pour la Confédération ne sera pas une guerre de grandes escadres. Ce sera une guerre d'opportunité, de vitesse, de ruse, de droit. Une guerre où un seul navire, bien utilisé, peut faire plus de bruit qu'une flottille mal employée. Et dans cette attente, il y a déjà une ombre qui se dessine, celle de la chasse. Car dès qu'un raider confédéré commencera à brûler des navires marchands, l'Union répondra. Elle enverra des croiseurs, elle dressera des listes, elle plaçardera des avis, elle fera pression sur les ports neutres. Elle transformera l'océan en réseau de patrouilles. La mer qui semblait infinie deviendra un piège. Sem le sait. Il sait que la liberté du large est une illusion dès lors qu'un adversaire riche décide de payer pour la réduire. Mais il y a encore, en 1861, une fenêtre où l'Union n'a pas encore tout organisé, où la chasse n'est pas encore systématique, où les neutres hésitent, où les routes commerciales sont encore celles de la paix. Une fenêtre où un homme comme Semmes peut s'élancer et frapper. Il ne lui manque qu'une chose,
un navire. Un seul. Et la permission de transformer l'océan en brasier intermittent, en succession de pavillons abaissés, d'équipages transbordés et de silhouettes en feu qui s'éloignent dans la brume, un navire. Un seul. Dans une guerre où l'Union aligne déjà des arsenaux, des chantiers, des dépôts de charbon, des bureaux capables de transformer une décision politique en centaines de coques, la Confédération, elle, cherche une coque comme on cherche une aiguille dans une grange en flammes, et Raphaël Semmes, qui a passé sa vie à servir une marine régulière, se retrouve à faire la guerre avec ce que l'on peut attraper, acheter, réquisitionner, bricoler. La mer soudain n'est plus seulement un espace de manœuvre, c'est un marché. Un marché clandestin, nerveux, où chaque boulon a une valeur stratégique. Le bâtiment qu'on lui confie d'abord n'a rien d'un monstre. Pas de blindage, pas de prestige. Un vapeur civil, un paquebot de ligne modeste construit pour transporter des passagers et du courrier dans les eaux chaudes des Caraïbes, le Habana. La Confédération l'achète, le rebaptise, le transforme. Il devient le CSS Sumter. Et ce nom, Sumter, ce n'est pas un hasard. C'est Fort Sumter, le premier coup de canon de la guerre, l'étincelle. On baptise un navire comme on plante un drapeau. Le Sumter, c'est une coque de commerce convertie en prédateur. On lui installe des canons, on renforce ce qu'on peut, on organise les soutes, on fait de la place pour des prisonniers éventuels. Pour des prises, pour du charbon. Et déjà, dans ces détails, on voit la différence entre une marine qui construit et une marine qui adapte. Les États confédérés ne peuvent pas se permettre le luxe de la perfection. Ils doivent faire vite, ils doivent faire assez. Assez pour sortir, assez pour courir, assez pour mordre. Sem prend le commandement au printemps 1861. Il a plus de 50 ans. Ce n'est pas l'âge où l'on se lance dans une vie de cavale maritime, traqué de port en port, de latitude en latitude, mais il a ce mélange rare, la patience d'un officier de carrière et l'appétit d'un homme qui sait que sa chance ne repassera pas. Il connaît les règles, il connaît les hommes, il connaît les faiblesses d'un navire à vapeur, il sait ce que coûte une chaudière mal entretenue, ce que signifie une bielle qui chauffe, une pompe qui fatigue, une coque qui prend du jeu. Il sait aussi que la guerre de course n'est pas une bataille. C'est une série de décisions minuscules, répétées, où l'erreur ne pardonne pas. Le 30 juin 1861, le Sumter quitte la Nouvelle-Orléans. Sortir de la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas simplement larguer les amarres. C'est franchir une porte gardée. L'Union a déjà commencé à serrer l'étau, à placer des bâtiments au large, à surveiller les passes du Mississippi. Le delta, avec ses bancs de sable, ses chenaux changeants, ses eaux brunes chargées de limon, est un labyrinthe. Un navire qui connaît mal la route s'y échoue. Un navire qui hésite s'y fait prendre. Sem joue sur la vitesse, sur la surprise, sur la connaissance locale. Il profite d'une fenêtre, il file, et là, presque immédiatement, la guerre de course devient concrète. Pas une théorie, pas un mémoire. Une silhouette à l'horizon, un pavillon, une décision. Le premier succès arrive vite. Le 3 juillet, le Sumter capture le brigantin Golden Rocket, un navire marchand, pas un navire de guerre. Des hommes qui transportent une cargaison, qui pensent à la météo, au prix, au délai, et soudain, un vapeur armé surgit, impose sa loi, envoie une équipe de prise, examine les papiers. Sem, le juriste, ne se contente pas de prendre. Il vérifie. Il veut savoir d'où vient le navire, où il va, sous quel pavillon, avec quelle cargaison. Il veut des preuves. Il veut des documents. Il veut pouvoir dire, plus tard, que tout a été fait selon les règles de la guerre maritime. Mais les règles sur l'océan ont une brutalité simple. Que faire de la prise? L'emmener dans un port confédéré? Impossible, l'Union patrouille. L'emmener dans un port neutre? Risqué. Les neutres n'aiment pas qu'on leur apporte des problèmes. La brûler? C'est efficace, immédiat, irréversible. Mais cela signifie transformer un navire civil en torche. Cela signifie faire monter les hommes dans des embarcations, les transborder, les laisser regarder leur outil de travail partir en fumée. Et cette fumée noire grasse qui s'étire sur la mer devient une signature. Sem, dès le début, comprend que sa campagne ne se mesurera pas seulement en tonnage détruit, elle se mesurera en peur, en rumeur, en prime d'assurance, en capitaine qui, à New York ou à Boston, hésite à appareiller, en armateur qui demande des escortes, en journaux qui publient des listes de navires manquants. La guerre de course, c'est une guerre de comptables et de nerfs. Le Sumter se glisse dans les Caraïbes comme un animal qui connaît les herbes hautes. Les routes commerciales y sont denses. Sucre, café, mélasse, coton, marchandises manufacturées. Les navires y passent parce que les vents et les courants les y poussent, parce que les ports y sont des étapes naturelles. Et Semmes, qui a étudié les routes, sait où se placer. Il ne cherche pas l'ennemi armé, il cherche la proie.
Il cherche le navire isolé, le voilier lourd, le capitaine confiant. En quelques semaines, les prises s'accumulent. Les noms changent selon les sources, les dates se mélangent parfois dans les récits, mais la dynamique est claire, le Sumter capture. Relâche parfois, brûle souvent, envoie des prises quand il le peut. Et chaque capture est un petit rituel, approche sous un pavillon trompeur ou neutre, puis au dernier moment le vrai drapeau, un coup de canon à blanc parfois pour ordonner l'arrêt, la chaloupe qui part avec des hommes armés, la montée à bord du marchand, la lecture des papiers, la décision. Sem tient à ce que les équipages soient traités correctement, non par bonté d'âme, mais parce que la réputation est une arme. Un raider qui massacre devient un pirate, et un pirate n'a plus de port. Or Sems a besoin de port. Il a besoin d'eau douce, de vivres, de charbon, le charbon surtout. La vapeur donne la vitesse et l'indépendance du vent, mais elle impose une chaîne invisible. Sans charbon, un vapeur devient un voilier. Maladroit, ou pire, une coque immobile. Et la Confédération n'a pas de réseau mondial de dépôt. Chaque escale est une négociation, chaque tonne est un problème. Très vite, la chasse commence. L'Union ne peut pas laisser un raider confédéré se promener dans les Caraïbes comme dans un jardin. Des navires fédéraux sont envoyés, des avis sont diffusés, les capitaines reçoivent des consignes, rester groupés, éviter certaines routes, signaler toute silhouette suspecte. La mer se remplit de regards, et le Sumter, qui n'est pas un navire de guerre conçu pour encaisser, doit éviter le combat. Sa force, c'est la fuite. Sa force, c'est l'ombre. Il y a un moment révélateur, presque pédagogique, dans cette campagne. La manière dont Sems utilise l'information. Chaque prise est aussi une source de renseignements. On interroge les capitaines capturés, on lit les journaux de bord, on regarde les lettres, les manifestes de cargaison, les nouvelles des ports. On apprend quels navires sont partis, quels navires sont attendus, quelles routes sont sûres, quels croiseurs fédéraux patrouillent où. Le raider vit de cela. Il se nourrit de papier, il se nourrit de rumeurs, il se nourrit de la routine commerciale de l'ennemi, et pourtant, malgré les succès, le Sumter révèle vite ses limites. Un navire converti reste un navire converti. Les machines s'usent, la coque se salit, les chaudières demandent des soins constants, les pièces de rechange manquent, les hommes fatiguent. Et surtout, il y a la question des prisonniers. Chaque capture ajoute des bouches à nourrir, des hommes à surveiller, des risques de mutinerie ou d'évasion. On ne peut pas garder indéfiniment des dizaines, puis des centaines de prisonniers à bord d'un raider. Il faut les débarquer quelque part. Mais où? Les ports neutres, dans les Caraïbes, sont des lieux de diplomatie à hauteur de quai, des gouverneurs coloniaux, des consuls, des officiers de port, des commerçants. Ils ont leurs règles, ils ont leurs intérêts. Ils veulent vendre du charbon? Oui. Ils veulent vendre des vivres? Oui. Mais ils ne veulent pas provoquer l'union. Ils ne veulent pas que leur port devienne une base confédérée. La neutralité au XIXe siècle n'est pas un concept abstrait. C'est une série de décisions quotidiennes, souvent hypocrites, parfois courageuses, toujours calculées. Sem arrive à Cienfuegos, à Cuba espagnol, puis à d'autres escales. Il cherche du charbon, il cherche à déposer des prisonniers, il cherche à réparer, et partout il se heurte à la même réalité. On tolère, on temporise, on limite, on lui vend parfois du charbon, mais en quantité restreinte. On lui impose des délais, on surveille ses hommes, on lui rappelle qu'il ne peut pas recruter ouvertement. On lui rappelle qu'il ne peut pas amener des prises et les faire juger comme dans un port confédéré. La guerre de course, quand on n'a pas de port, devient une guerre d'équilibristes. Et l'Union, elle apprend vite. Elle comprend que le Sumter n'est pas seulement un navire, c'est un symbole dangereux, parce qu'il montre que la Confédération peut frapper loin. Alors on resserre, on envoie des bâtiments plus rapides, on coordonne mieux, on utilise les télégraphes là où ils existent, les consuls, les agents, on fait pression sur les autorités coloniales, on transforme la chasse en système. Sem, lui, doit continuer à bouger. Toujours bouger, ne jamais rester, ne jamais s'attarder. La mer devient une suite de calculs. Combien de charbon reste-t-il? Quelle est la vitesse maximale sans épuiser les machines? Quel est le prochain port possible? Quel est le risque d'y trouver un croiseur fédéral? Quel est le risque d'y être interné par les autorités neutres? Parce que c'est l'autre menace, plus sournoise que les canons, l'internement. Un port neutre peut décider qu'un belligérant a violé la neutralité, qu'il a dépassé les délais, qu'il a recruté, qu'il a armé, et alors on immobilise le navire, on le désarme, on le garde jusqu'à la fin de la guerre. Pour un raider, c'est la mort sans bataille. La campagne du Sumter est donc une course permanente entre deux épuisements, l'épuisement matériel du navire et l'épuisement diplomatique de la tolérance neutre, et au milieu, Semes, qui veut rester correct,
doit parfois prendre des décisions dures, brûler plutôt que capturer, relâcher plutôt que garder, détruire plutôt que risquer un port. Il y a aussi la question de l'équipage. Un raider confédéré, loin de chez lui, doit maintenir la discipline sans les conforts d'une base. Les hommes vivent dans la chaleur, dans l'humidité, dans l'odeur de charbon, de graisse, de sueur. L'écart s'enchaîne. Les manœuvres se répètent. Et puis, soudain, l'excitation d'une prise, la tension d'une poursuite, la peur d'un combat. La psychologie d'un équipage de raider est particulière. On n'est pas dans une flotte où l'on se sent protégé par le nombre. On est seul. On est une cible. On est un loup, mais un loup qui sait qu'il peut être abattu à tout moment. Sem, officier de l'ancienne école, tient à la tenue, aux procédures, à la hiérarchie. Il veut que ses hommes se comportent comme des marins de guerre, pas comme des pillards. Il sait que la moindre indiscipline peut se payer cher dans un port neutre. Il sait aussi que la guerre de course, si elle devient une chasse au butin, se retourne contre la cause. La Confédération a besoin d'être vue comme un État, pas comme une bande. Et SMS, avec son obsession de la légalité, devient presque un ambassadeur flottant, mais l'ambassadeur a un navire fatigué. À mesure que 1861 avance, le Sumter s'éloigne des Caraïbes, il passe dans l'Atlantique, puis vers l'Est. Il cherche des zones où le commerce unioniste est dense et où la chasse fédérale est moins organisée. Il cherche aussi des ports où l'on peut peut-être respirer, et c'est là que l'Europe entre vraiment dans son histoire, non plus comme une idée, mais comme une côte, des phares, des règlements, des consulats. Gibraltar. Un rocher, une forteresse britannique, une porte entre Atlantique et Méditerranée, un lieu où tout le monde regarde tout le monde. Un lieu où la neutralité est proclamée mais où les intérêts commerciaux sont partout. Semmes y arrive en janvier 1862. Il a besoin de charbon. Il a besoin de réparation. Il a besoin de déposer des prisonniers. Et il sait qu'il marche sur une ligne fine. Les Britanniques, officiellement neutres, ne veulent pas que leur port serve de base à un raider confédéré. L'Union, de son côté, a des consuls, des agents, des navires qui rôdent, et dans ces eaux-là, la Royal Navy elle-même est une présence silencieuse, un rappel que l'Empire britannique contrôle encore les passages. À Gibraltar, la pression se fait sentir, des navires fédéraux apparaissent, on surveille le Sumter, on limite ses possibilités, on discute des règles, combien de temps un belligérant peut-il rester, quelle quantité de charbon peut-il acheter, peut-il faire des réparations majeures, peut-il débarquer des prisonniers. Chaque détail devient un débat. Et pendant que les diplomates parlent, les machines du Sumter continuent de s'user. Sem comprend alors quelque chose de fondamental, quelque chose qui va déterminer la suite de sa carrière. Un raider ne peut pas vivre longtemps sans une infrastructure invisible, sans agents, sans réseau, sans ports amis ou au moins complaisants, sans chantier capable de réparer, sans dépôt de charbon. La mer est grande, oui, mais la vapeur a rétréci le monde. Elle a créé des points obligés, des stations, des routes de combustible, et l'Union, avec ses moyens, peut transformer ces points en pièges. Le Sumter, à ce stade, a déjà fait son travail symbolique. Il a montré que la Confédération peut frapper le commerce. Il a obligé l'Union à détourner des navires de guerre vers la chasse. Il a fait parler les journaux. Il a fait monter les primes. Mais il est aussi devenu un fardeau. Un navire trop connu, trop surveillé, trop fatigué. Un navire dont la simple présence dans un port neutre déclenche des protestations et des manœuvres. Sem tente encore. Il cherche à sortir. Il cherche à reprendre la mer. Mais la réalité se referme. À Gibraltar, puis dans d'autres ports méditerranéens, l'Union maintient une pression constante. Et finalement, le Sumter se retrouve à Cadix, en Espagne, où il est de fait neutralisé, pas coulé, pas capturé dans un duel. Neutralisé par la combinaison la plus moderne qui soit, la diplomatie, la surveillance, l'usure mécanique. Le navire est interné ou du moins immobilisé, incapable de reprendre une campagne efficace. La guerre de course, qui semblait être une danse libre sur l'océan, se révèle dépendante de choses très terrestres, des règlements, portuaires, des stocks de charbon, des pièces de rechange. C'est une défaite sans explosion, une défaite qui ne fait pas de belles gravures, mais c'est une leçon. Et SMS, au lieu de s'effondrer, transforme cette leçon en méthode. Il rentre dans le jeu confédéré avec une expérience que peu d'hommes possèdent alors. Il a mené une campagne de raider moderne, vapeur, sous la pression d'une puissance maritime supérieure. Il a vu ce qui marche. Il a vu ce qui ne marche pas. Il a compris que le succès ne dépend pas seulement du courage ou de la ruse, mais de la plateforme elle-même. Le Sumter était trop lent, trop fragile, trop limité. Il fallait autre chose. Un navire conçu dès le départ pour être un chasseur,
Un navire capable de courir longtemps, de porter des canons sérieux, de tenir la mer, de se déguiser, de surprendre, de disparaître. Et surtout, il fallait un navire qui puisse être construit là où la Confédération n'a pas accès, dans les chantiers britanniques. La Grande-Bretagne, officiellement neutre, est alors le grand atelier du monde. Ces chantiers construisent pour tous. Ces ingénieurs maîtrisent la vapeur, les coques fines, les hélices efficaces. Et dans cette neutralité, il y a des interstices, des zones grises, des contrats civils, des navires destinés au commerce qui peuvent ailleurs recevoir des canons, des armements qui se font en mer, loin des regards officiels, des équipages recrutés discrètement, des agents confédérés qui achètent, qui négocient, qui promettent. Sem n'est pas l'architecte principal de ces achats. Il y a des hommes comme James D. Bullock, agent confédéré en Europe, qui joue un rôle central dans la commande de Raiders. Mais Sem est l'homme qui sait ce qu'il faut demander. Il sait ce qu'un raider doit être. Rapide, endurant, capable de porter assez de charbon pour de longues traversées, mais aussi assez de toile pour économiser le combustible quand le vent est favorable, car un raider intelligent utilise tout, la vapeur pour la chasse et la fuite, la voile pour l'économie et la discrétion. Il sait qu'il faut des canons capables de menacer un marchand sans le réduire en miettes, parce que l'objectif n'est pas toujours de tuer mais de capturer, de contrôler, de faire évacuer. Il sait qu'il faut une coque qui tienne, une machine fiable, une silhouette qui puisse se confondre avec un navire de commerce. Il sait aussi qu'il faut une discipline de fer dans l'usage de la violence. Un raider qui tire trop vite, qui tue inutilement, se condamne diplomatiquement. Un raider qui se contente d'un coup de semonce, qui respecte les équipages, qui brûle après évacuation, peut encore se présenter comme un officier régulier. C'est cynique, mais c'est efficace. Et Semmes, encore une fois, pense en juriste. Il veut que chaque acte puisse être défendu comme un acte de guerre légitime. Pendant que le Sumter s'éteint lentement dans un port espagnol, l'idée d'un nouveau navire grandit, et cette idée n'est pas seulement technique, elle est psychologique. Le Sumter a été un avertissement, le prochain doit être une menace. Sem, dans cette période de transition, écrit, il raconte, il justifie, il construit sa propre légende, déjà, il publiera plus tard des mémoires, il parlera de ses campagnes avec une précision qui sert autant l'histoire que sa réputation. Il insiste sur la correction, sur la discipline, sur le respect des prisonniers. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un pirate. Et en même temps, il ne peut pas effacer l'image qui s'est imprimée dans les esprits, celle d'un navire marchand arrêté au milieu de l'océan, d'un pavillon abaissé, d'hommes transbordés, puis d'une coque en feu, la fumée qui s'étire, les cendres qui retombent, sur l'eau comme une poussière de richesse détruite. Cette image répétée devient un langage que les assureurs comprennent, que les armateurs comprennent, que les capitaines comprennent, et que l'Union comprend aussi avec une colère froide. Ce n'est pas seulement une perte de navire, c'est une atteinte à la confiance. Or, le commerce au XIXe siècle est une affaire de confiance. On investit parce qu'on croit que la mer est praticable. On charge parce qu'on croit que le navire arrivera. On signe des contrats parce qu'on croit que les routes sont sûres. Un raider comme Sem s'attaque cette croyance. Mais la campagne du Sumter a aussi montré une autre vérité. La guerre de course, à l'ère de la vapeur et du télégraphe, ne peut pas rester longtemps improvisée. Elle doit devenir industrielle à sa manière. Non pas par la production de masse, mais par la création d'un réseau mondial de soutien. Charbonniers, agents, ports tolérants, information. Et la Confédération, qui manque de tout, doit s'appuyer sur l'étranger. Ce qui signifie que chaque succès en mer peut provoquer une réaction sur terre. Des protestations diplomatiques, des pressions sur Londres, sur Madrid, sur Paris. L'Union ne se contente pas de chasser le raider avec des canons, elle le chasse avec des notes diplomatiques. Semmes, en sortant de l'épisode du Sumter, est donc à la fois victorieux et coincé. Victorieux parce qu'il a prouvé la méthode, coincé parce qu'il a vu la limite. Et cette limite, c'est l'usure. L'usure de la machine, l'usure de la coque, l'usure de la neutralité. Il faut imaginer ce que cela signifie concrètement pour un commandant. Un navire à vapeur du milieu du XIXe siècle, ce n'est pas une machine moderne, c'est un organisme fragile. Les chaudières doivent être nettoyées, les tubes surveillés, les soupapes réglées. Le charbon est sale, il encrasse, il exige des hommes qui pellettent dans une chaleur infernale, dans des espaces bas où l'air manque. Les machines vibrent, chauffent, se desserrent, la mer salée attaque tout, et la coque surtout se couvre de végétation marine, de coquillages, d'algues, qui ralentissent le navire. Sans carénage régulier, sans passage en cale sèche, un raider perd sa vitesse. Et perdre sa vitesse, c'est perdre sa vie. Le Sumter n'a pas eu ce luxe.
Il a couru, il a brûlé, il a fui, il a négocié du charbon au compte-gouttes, il a vécu dans l'urgence, il a été un prédateur, oui, mais un prédateur qui s'épuise. Sams a senti cette fatigue dans chaque vibration de la machine, dans chaque décision de route, dans chaque regard vers l'horizon, où pouvait apparaître une voile fédérale. Alors, quand l'occasion se présente de prendre un commandement plus ambitieux, il est prêt. Il est prêt mentalement, techniquement, juridiquement. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut plus. Il ne veut plus d'un navire qui dépend trop des ports neutres. Il ne veut plus d'un navire qui ne peut pas distancer un chasseur. Il ne veut plus d'un navire qui, une fois repéré, devient une proie diplomatique. Il veut un raider qui puisse faire le tour du monde. Et dans les bureaux confédérés, à Richmond, et dans les salons feutrés où les agents confédérés rencontrent des constructeurs britanniques, cette demande prend forme. On parle de coques fines, de machines puissantes, de gréements mixtes. On parle de navires qui sortent des chantiers sous un nom anodin, un numéro de chantier, une destination commerciale fictive. On parle de neutralité respectée en apparence, contournée en pratique. On parle d'armement qui se fera loin, dans un endroit discret, où l'on pourra embarquer des canons sans que les autorités britanniques puissent dire qu'elles ont laissé faire sur leur sol. Sam, lui, attend. Il attend comme un chasseur qui a déjà goûté le sang et qui sait que la prochaine chasse sera plus grande. Il a appris à lire la mer comme une carte économique. Il a appris à traiter les prisonniers comme un problème logistique. Il a appris à utiliser les papiers comme des armes. Il a appris à se présenter comme un officier régulier dans des ports où l'on ne veut pas d'ennui. Il a appris surtout que la guerre de course n'est pas une aventure romantique, mais une mécanique. Charbon, vitesse, information, droit, diplomatie. Et pendant ce temps, l'Union, elle aussi, apprend. Elle apprend à chasser. Elle apprend à coordonner. Elle apprend à utiliser ses consulats, ses télégraphes, ses navires. Elle apprend à faire pression sur les neutres. Chaque mois qui passe rend la mer plus étroite pour un raider. La fenêtre se referme lentement, mais elle n'est pas encore fermée. Le Sumter, malgré sa fin sans gloire, a ouvert une brèche psychologique. Il a montré que l'océan n'est pas un mur protecteur pour le Nord, mais une autoroute vulnérable. Il a montré que la richesse peut brûler loin des champs de bataille. Il a montré que la guerre moderne peut frapper là où l'on ne s'y attend pas, dans les contrats, dans les cargaisons, dans les assurances. Et SMS, en homme de plume autant que de pont, sait que cette brèche doit être exploitée vite, avant que l'Union ne transforme la chasse en filet mondial. Il sait que la prochaine campagne devra être plus mobile, plus lointaine, plus imprévisible. Il sait qu'il faudra quitter les zones trop surveillées, aller là où les routes commerciales sont longues, où les nouvelles arrivent, lentement, où un raider peut être une rumeur pendant des semaines avant d'être une certitude. Il sait aussi que pour frapper l'économie de l'Union, il ne suffit pas de capturer quelques navires, il faut créer une sensation d'omniprésence. Il faut que chaque capitaine unioniste, en levant les yeux vers l'horizon, se demande si la silhouette qu'il voit est un ami ou un incendiaire. Il faut que chaque armateur se demande si le profit vaut le risque. Il faut que la mer, qui est censée être un espace de liberté commerciale, devienne un espace de suspicion. Le Sumter a été l'apprentissage. Un apprentissage rude, fait de charbon compté, de ports hostiles, de machines fatiguées, de poursuites évitées. Un apprentissage qui a coûté cher en énergie, mais qui a donné à Sams ce que les livres ne donnent pas, le sens du tempo, le sens de la distance, le sens de la limite. Et dans cette limite, il y a déjà, comme une ombre qui se dessine sur l'eau, la silhouette d'un navire plus grand, plus rapide, plus élégant, construit loin du sud, dans un pays qui prétend ne pas prendre parti, un navire qui portera bientôt un nom destiné à devenir une obsession pour les armateurs du Nord et un sujet de conversation dans les ports du monde entier. Pour l'instant, Sams n'a plus son raider. Il a perdu son outil, mais il a gagné une expérience. Il a compris que la guerre de course moderne n'est pas seulement une affaire de canon et de courage, mais une affaire de logistique, mondiale et de droit international. Il a compris que la mer au XIXe siècle est déjà un réseau, et qu'un homme qui sait lire ce réseau peut, pendant un temps, frapper plus fort que ne le laisserait croire ses moyens, pendant un temps seulement, parce que la fumée et les cendres, si elles marquent l'océan, ne réparent pas une chaudière. Elles ne nettoient pas une coque. Elles n'achètent pas du charbon. Elles ne forcent pas un port neutre à ouvrir ses portes. Elles ne remplacent pas une cale sèche. Sem a brûlé des navires. Il a brûlé de la richesse. Il a brûlé de la confiance. Et il a vu dans le même mouvement que la guerre industrielle, celle des chantiers et des dépôts, commence déjà à rattraper la guerre de prédation. Alors il se tourne vers l'Europe, vers les chantiers, vers les agents, vers les contrats écrits en termes prudents, vers les coques, qui glissent sur des cales britanniques sous des noms anodins. Il se tourne vers un futur où son art,
l'art de la chasse, l'art du droit, l'art de la mobilité, aura enfin un instrument à sa mesure, et quelque part, dans le bruit des marteaux et l'odeur du métal chauffé, un navire prend forme, un navire qui ne sera pas un paquebot converti, un navire né pour courir, un navire né pour faire baisser des pavillons et laisser derrière lui, encore et encore, cette traînée noire sur l'eau, la fumée de cosse. Un commerce qui part en cendres. Birkenhead sur la mer d'Irlande a cette lumière grise qui ne décide jamais si elle veut être du matin ou du soir. L'air sent le sel, la suie, le bois mouillé, et surtout il y a le bruit des chantiers britanniques, ce martèlement continu, cette respiration métallique d'un empire qui fabrique des coques comme d'autres fabriquent des tissus. Ici, on ne parle pas de sécession, on parle de délai, de rivet, de tirant d'eau. On ne parle pas de drapeau, on parle de contrat. Dans les registres, le navire n'est pas un navire de guerre. Il est un bâtiment pour usage commercial. Un numéro de chantier, un nom provisoire, 290. Une coque fine, élégante, pensée pour la vitesse. Et c'est là, dans cette hypocrisie parfaitement huilée, que commence l'apogée de Raphaël Semmes, pas sur une mer tropicale, pas dans un duel au canon. Dans une zone grise du droit international, entre la neutralité proclamée et l'argent qui circule, la Grande-Bretagne a voté des lois de neutralité, elle se veut arbitre, elle se veut au-dessus de la mêlée. Mais ces chantiers vivent de commandes, et la Confédération, étranglée par le blocus, n'a qu'une solution, acheter ailleurs ce qu'elle ne peut pas construire chez elle. L'agent confédéré James Dunwoody Bullock, homme de réseau et de patience, négocie, contourne, dissimule. Les autorités britanniques ferment parfois les yeux, parfois les entr'ouvrent, parfois les plissent. Les diplomates américains, eux, protestent, écrivent, menacent. Tout le monde sait. Personne ne veut être celui qui dit officiellement « Oui, nous armons un belligérant ». Le 290 glisse à l'eau en 1862. Il sort comme un navire civil, avec un équipage civil. Sous un prétexte civil, il quitte Liverpool, et c'est presque une scène de théâtre. Un bâtiment qui s'éloigne sans canon visible, sans pavillon confédéré, sans déclaration. Et pourtant, dans l'esprit de ceux qui suivent l'affaire, il est déjà un prédateur. Il n'a pas encore de dents, mais il a la mâchoire. Les dents, on les lui donne loin des quais trop surveillés. Aux Açores, sur l'île de Terceira, dans la rade d'Angra do Heroísmo, l'océan est d'un bleu profond, et le vent porte cette odeur de végétation humide qui vient des pentes. Là, un navire de ravitaillement attend avec l'armement, canons, munitions, équipements. On transfère tout en mer, on assemble, on installe. Travail ingrat, dangereux, interminable. Les pièces sont lourdes, les ponts glissants, les hommes transpirent, jurent, s'écorchent les mains. On transforme une coque commerciale en croiseur de guerre, et c'est là, dans cette rade atlantique, que Raphaël Semmes monte à bord et prend ce qui va devenir son monde. Il n'est plus le commandant d'un vapeur converti, fatigué, surveillé. Il a enfin un instrument conçu pour la chasse. Un bâtiment à hélice avec une machine à vapeur, mais aussi un gréement complet. La possibilité de filer au charbon quand il faut, mordre, et de vivre au vent quand il faut économiser, disparaître, durer. Il a des canons sérieux, dont un gros pivot de 68 livres et un canon rayé de 110 livres, assez pour imposer l'arrêt à un marchand, assez pour menacer un adversaire léger, pas assez pour chercher la bataille contre une frégate moderne. Ce n'est pas un cuirassé, c'est un couteau. Le 24 août 1862, on lit l'ordre, on hisse le pavillon. Le navire reçoit son nom, CSS Alabama. Un nom de terre, un nom de fleuve, un nom d'État. Un nom qui dit « Nous existons ». Sem, légaliste jusqu'au bout des ongles, fait les choses selon le rituel naval, commission, article de guerre, organisation. Il veut que ce soit propre, il veut que ce soit régulier. Il veut que, même loin de Richmond, même loin de tout tribunal, chaque capture puisse être racontée comme un acte d'État, et pourtant ce qu'il s'apprête à faire est d'une brutalité économique absolue. La guerre de course, dans sa version romantique, c'est l'image du corsaire qui salue, qui prend, qui rançonne. Dans la version de Semmes, c'est une industrie de la peur. Il ne cherche pas à accumuler des prises comme un collectionneur. Il cherche à faire monter le prix du risque, à rendre chaque traversée unioniste plus chère, plus lente, plus hésitante, à forcer les armateurs à changer de pavillon, à vendre, à immobiliser, à obliger l'Union à disperser ses navires de guerre sur des milliers de milles nautiques, loin des côtes, loin des blocus, loin des opérations décisives. Et l'Alabama, dès ses premiers jours, montre ce qu'il sait faire, apparaître là où on ne l'attend pas. Atlantique Nord, fin d'été 1862. La mer est parfois lisse comme une plaque d'étain, parfois hachée par des grains rapides. Les routes commerciales sont des habitudes. On suit les vents, on suit les courants, on suit les saisons.
Les baleiniers, les navires de coton, les cargos de farine, les bâtiments chargés de matériel. Sam connaît ses habitudes. Il les a étudiés comme on étudie un plan de ville avant un cambriolage. Il sait où les navires se croisent, où ils se relâchent, où ils se croient en sécurité. La première prise de l'Alabama, c'est le Ocmulgee, le 5 septembre 1862, un marchand, des papiers, une cargaison. Et déjà le rituel, on approche, on ordonne l'arrêt, on envoie l'équipe de visite. Sam lit, vérifie, interroge. Il ne veut pas seulement un navire, il veut une preuve. Il veut des journaux, des lettres, des nouvelles. Chaque capitaine capturé devient, malgré lui, un informateur. Chaque manifeste de cargaison est une carte, chaque port mentionné est une piste. Puis les prises s'enchaînent. Le 10 septembre, près des Açores, l'Alabama tombe sur une petite flotte de baleiniers. Les baleiniers, c'est un monde à part. Des hommes qui vivent des mois, des années, loin de tout, qui chassent la graisse et l'huile, qui connaissent la mer comme une religion. Et là, soudain, un croiseur confédéré surgit. Sam capture plusieurs bâtiments, dont le célèbre Ocean Rover. Il brûle, il détruit. Il laisse derrière lui cette fumée noire, épaisse, qui colle au ciel. La mer autour reste indifférente. Les hommes, eux, regardent leur vie partir en cendres. La fumée et les cendres d'un navire marchand, c'est la signature. Ce n'est pas seulement la destruction d'une coque. C'est la destruction d'un investissement, d'un crédit, d'une chaîne de contrats. C'est une lettre qui n'arrivera pas. Une cargaison qui ne sera pas vendue. Un armateur qui calcule, un assureur qui grimace, un port qui attend en vain. Sam, dans ses récits, insiste sur la correction. On évacue les équipages, on prend soin des prisonniers, on évite le sang. Et c'est vrai, souvent. Mais il faut entendre ce que cela signifie, concrètement, pour ceux d'en face. Être bien traité quand on vient de perdre son navire, c'est être poli au moment où l'on vous ruine. On vous donne de l'eau, on vous donne une place sur le pont, on vous laisse vos effets personnels. Puis on met le feu à votre monde, et l'Alabama n'est pas seulement un navire. C'est une rumeur mobile. Dans les ports de l'Atlantique, on commence à parler de lui comme d'un fantôme. On ne sait jamais exactement où il est. On sait seulement où il a été parce qu'il y a des survivants, des canots, des équipages débarqués dans des ports neutres, des témoignages. On sait qu'il a brûlé ici, qu'il a capturé là. Et entre ces points, il y a l'océan, immense, qui avale les certitudes. L'Union réagit, bien sûr. Elle envoie des croiseurs, elle publie des avis, elle ordonne aux capitaines de rester vigilants. Mais la vigilance sur un horizon circulaire a ses limites. Un raider peut se déguiser. Il peut hisser un pavillon neutre jusqu'au dernier moment. Il peut modifier sa silhouette, changer la peinture, masquer ses canons. Il peut jouer avec la distance, avec la brume, avec la lumière rasante du matin. SMS, marin de métier, sait utiliser ces choses-là. Il sait que la mer n'est pas un espace vide. C'est un décor qui change à chaque heure. L'Alabama descend vers le sud. Il longe les routes qui mènent aux Antilles, puis vers l'Atlantique équatorial. Là, la chaleur devient une matière. Le pont brûle sous le soleil. Les hommes cherchent l'ombre. Les soutes à charbon sont des enfers. Air épais, poussière noire, sueur qui colle. La machine demande une attention constante. Les bielles, les soupapes, les roulements. On graisse, on resserre, on écoute. Un navire à vapeur parle. Il claque, il vibre, il gémit. Et un commandant qui veut survivre apprend à entendre la fatigue avant qu'elle ne devienne panne. Sam a aussi un autre problème, plus sournois, l'encrassement de la coque. Les algues, les coquillages, toute cette vie marine qui s'accroche et ralentit. Un raider vit de sa vitesse. Perdre un nœud, c'est parfois perdre la vie. Mais pour nettoyer, il faut caréner. Et pour caréner, il faut un port, une cale, une tolérance. Or, la tolérance des neutres est un capital qui s'épuise, car l'Union ne chasse pas seulement avec des navires, elle chasse avec des diplomates. À Londres, à Paris, dans les capitales, on rappelle les règles. Un port neutre ne doit pas devenir une base. On limite le charbon, on limite les réparations, on surveille les recrutements, on compte les heures. On transforme la neutralité en piège administratif. Sam, lui, joue au funambule. Il a besoin de charbon, mais pas trop, sinon on l'accuse de se ravitailler comme une escadre. Il a besoin de réparer, mais pas trop, sinon on l'accuse de transformer un port neutre en arsenal. Il a besoin de débarquer des prisonniers, mais cela crée des incidents, des plaintes, des récits dans les journaux. Chaque escale est une négociation, chaque tonne de charbon une discussion, chaque jour au mouillage une provocation potentielle. Et pourtant il continue, parce que tant que l'Alabama est en mer, il est libre. En 1863, la campagne devient mondiale. C'est là que l'Alabama cesse d'être un problème régional pour devenir une obsession planétaire. Sam comprend qu'il ne doit pas rester dans les zones où l'Union peut concentrer sa chasse.
Il doit aller là où les routes commerciales sont longues, où les nouvelles mettent du temps à circuler, où un raider peut frapper et disparaître avant que la réponse n'arrive. Il traverse vers la côte du Brésil, les ports tropicaux, les mouillages, les odeurs de bois, de fruits, de goudron. Les navires marchands y passent, chargés, confiants, et l'Alabama parfois se contente d'être vu. La simple possibilité de sa présence suffit à faire trembler les primes d'assurance. C'est une guerre où l'on peut gagner sans tirer, simplement en obligeant l'ennemi à payer plus cher pour exister. Mais Semmes tire aussi, il capture, il brûle. Il relâche parfois quand la prise est inutile ou quand les prisonniers deviennent ingérables. Il utilise des bons, des engagements financiers, dans certains cas, pratique ancienne. On laisse partir un navire contre promesse de paiement ultérieur. Mais la promesse, dans une guerre civile, a un goût étrange. Qui paiera et quand? La Confédération, déjà vite à crédit, Semmes le sait. Alors il brûle souvent, parce que le feu, lui, ne discute pas. Et chaque incendie est une scène. On évacue l'équipage, on transfère les papiers, on prend parfois des provisions, des voiles, des cordages, ce qui peut servir, puis on met le feu. Le bois prend, lentement d'abord, puis d'un coup. La fumée monte, noire, épaisse, les flammes lèchent les vergues, les cordages claquent, les mâts tombent avec un bruit sourd, et la mer autour reste immense, comme si rien ne s'était passé. C'est cela la cruauté de l'océan. Il absorbe les drames sans mémoire. L'Alabama devient aussi un navire de renseignement. Semmes lit tout, les journaux capturés, les lettres, les manifestes. Il apprend les mouvements des croiseurs fédéraux, les rumeurs de port, les prix du coton, les nouvelles de la guerre terrestre. Il sait que la mer et la terre sont liées. Une victoire de l'Union sur le Mississippi peut signifier plus de pression diplomatique en Europe. Une défaite confédérée peut signifier moins de sympathie dans un port neutre. Tout se tient. Et puis il y a la psychologie. Semmes n'est pas un simple destructeur. Il est un metteur en scène de sa propre légitimité. Il veut être vu comme un officier régulier et pas comme un pirate. Il soigne les formes. Il tient des registres. Il fait signer des documents. Il traite les prisonniers avec une certaine correction, parce qu'il sait que ces prisonniers parleront. Ils parleront dans les ports, dans les journaux, dans les tribunaux, et leur récit peut être une arme contre lui ou au contraire une preuve de chevalerie. Chevalerie. Le mot revient souvent dans les récits de guerre maritime du XIXe siècle, mais il sonne étrange quand on le juxtapose à des navires civils en flammes. C'est là, chez Semmes, une contradiction qui ne se résout pas. Il peut être courtois et impitoyable dans la même heure. Il peut offrir un cigare à un capitaine capturé, puis ordonner l'incendie de sa coque. Il peut parler de droit, puis pratiquer une guerre économique qui vise des civils, des armateurs, des marins marchands. En 1863, l'Alabama pousse vers l'Afrique du Sud, le Cap, Table Mountain qui se découpe dans l'air clair. Les vents y sont durs, les courants capricieux. C'est un carrefour maritime, un endroit où les navires se ravitaillent, où les nouvelles circulent, où les consulats observent. Semmes y arrive avec prudence. Il sait que chaque escale dans un port britannique est un acte politique. Les autorités locales appliquent les règles, temps limité, charbon limité, on surveille, on compte, on note. Mais même limité, le charbon est vital. Sans charbon, pas de vitesse. Sans vitesse, pas de chasse, pas de fuite. Et l'Alabama, comme tous les raiders, vit dans une économie du combustible. On alterne vapeur et voile. On calcule les distances. On choisit les routes en fonction des vents pour économiser. On évite les poursuites inutiles. On ne gaspille pas. Puis vient l'océan Indien. Là, la guerre de course prend une dimension presque irréelle. On est loin des champs de bataille américains, loin des journaux de New York, loin des télégraphes rapides. Les routes commerciales, pourtant, sont là. Thé, épices, textiles, cargaisons diverses. Les navires unionistes y passent aussi parce que le commerce américain est mondial. Et Semmes, en apparaissant dans ces eaux, prouve que la guerre civile américaine n'est pas seulement une affaire de rivières et de tranchées. Elle est une affaire de planète. Dans l'océan Indien, l'Alabama capture encore, il brûle encore. Il laisse derrière lui des équipages débarqués dans des ports lointains, racontant l'histoire d'un croiseur confédéré surgissant comme un mauvais rêve. Les capitaines commencent à changer de pavillon. Certains navires américains se font enregistrer sous pavillon britannique pour éviter la capture. Ce n'est pas seulement une perte matérielle pour l'Union, c'est une humiliation symbolique. Un pavillon qui se retire, c'est une présence qui recule. Et l'Union, encore une fois, doit répondre. Elle envoie des navires de chasse, mais la chasse est difficile. L'océan est trop grand. Les informations arrivent trop tard. Un raider n'a pas besoin de tenir un territoire. Il a besoin de frapper et de partir. Il n'a pas besoin de gagner une bataille décisive. Il a besoin de survivre. Mais survivre à un prix.
L'Alabama, malgré sa qualité, s'use. La machine fatigue. Les pièces s'usent, la coque s'encrasse. Les hommes vieillissent en mer. La discipline doit être maintenue dans une routine épuisante, car, manœuvre, entretien, exercice de canon, un navire de guerre n'est pas seulement un instrument, c'est une communauté enfermée. Les tensions montent, les maladies apparaissent, les vivres se dégradent, l'eau douce devient précieuse. Et Semmes doit être à la fois commandant, juge, gestionnaire, psychologue. Il doit aussi gérer l'argent. Un raider confédéré ne vit pas seulement de patriotisme, il vit aussi de la perspective de primes, de parts de prise, de récompenses. Or, quand on brûle les navires au lieu de les envoyer devant un tribunal des prises, l'argent devient plus abstrait. On détruit la valeur au lieu de la convertir. On gagne stratégiquement, mais on perd financièrement. Semmes doit maintenir la motivation en expliquant que la destruction est, en soi, une victoire, que chaque coque brûlée est un coup porté à l'économie ennemie, que la guerre de course n'est pas un pillage, mais une stratégie. Et pendant ce temps, la pression diplomatique s'intensifie. L'affaire des Alabama Claims n'est pas encore un règlement, mais déjà une tension. L'Union accumule les griefs contre la Grande-Bretagne. Accusée d'avoir laissé construire et partir des raiders confédérés, chaque capture de l'Alabama est aussi une pièce dans un dossier futur. Semmes, qui veut être légaliste, se retrouve malgré lui au cœur d'un scandale international. Son navire est un argument. Il y a aussi la traque, de plus en plus serrée. Les croiseurs fédéraux apprennent. Ils apprennent à anticiper. Ils apprennent à utiliser les ports, les consulats, les informations commerciales. Ils apprennent à lire les routes comme Semmes les lit. Et surtout, ils apprennent que l'Alabama, malgré sa mobilité, doit parfois se montrer. Il doit parfois entrer dans un port. Il doit parfois acheter du charbon. Il doit parfois réparer. Et c'est là qu'on peut le coincer. Semmes, en 1864, sait que son navire a besoin d'un carénage sérieux. La coque encrassée ralentit. La machine a besoin d'attention. Les canons, les affûts, tout souffre du sel et du temps. Il lui faut une cale sèche, une vraie, pas une réparation de fortune. Et cela, dans le monde, ne se trouve pas partout. Il lui faut un port européen, un port avec des installations, un port où l'on peut travailler. Mais entrer en Europe, c'est entrer dans un théâtre où l'Union a des yeux partout. C'est aussi entrer dans un espace où la neutralité est plus strictement surveillée, parce que les enjeux diplomatiques sont plus grands. Semmes le sait. Il sait qu'il joue sa campagne sur une contrainte matérielle, la vitesse qui diminue, l'usure qui s'accumule. La guerre industrielle, celle des chantiers et des dépôts, commence à rattraper la guerre de prédation. Et pourtant, avant d'en arriver à cette nécessité, l'Alabama a déjà laissé une trace énorme. Environ 65 navires capturés ou détruits au total pendant la campagne de Semmes, selon les revendications confédérées et les décomptes généralement admis. 65. Ce n'est pas une flotte coulée en bataille. Ce sont des navires dispersés, des vies dispersées, des cargaisons dispersées. C'est une hémorragie. Et l'effet dépasse le chiffre. Les primes d'assurance montent, les routes changent. Les armateurs hésitent. Certains transfèrent leurs navires sous pavillon étranger. Le commerce unioniste, qui est l'un des nerfs de la puissance du Nord, se découvre vulnérable, pas parce que la Confédération a une marine plus forte, parce qu'elle a un homme, un navire et une méthode. La méthode, c'est la mobilité, c'est l'information. C'est la capacité à frapper sans s'attarder. C'est la discipline de ne pas chercher la bataille inutile. Semmes n'est pas un Nelson. Il n'est pas là pour écraser une escadre. Il est là pour faire mal et survivre. Il est là pour transformer l'océan en espace d'insécurité. Et il y a dans cette méthode quelque chose de profondément moderne. On pourrait presque dire, c'est une guerre asymétrique avant l'heure. Un acteur plus faible qui attaque les lignes de communication, les flux économiques, les habitudes, qui oblige le plus fort à se disperser, à dépenser, à protéger, qui gagne du temps, qui gagne de l'attention. Mais la modernité a un revers. La modernité, c'est aussi le télégraphe, les réseaux consulaires, la coordination. C'est la capacité de l'Union à apprendre, à s'adapter, à transformer une chasse improvisée en système mondial. C'est la capacité de faire pression sur les neutres, de limiter le charbon, de surveiller les ports. C'est la capacité de produire des navires, encore et encore, pendant que la Confédération, elle, n'a que quelques raiders, quelques coques précieuses. Semmes, au fil des mois, sent ce filet se resserrer. Il le sent dans les ports où l'accueil devient plus froid. Il le sent dans les quantités de charbon qu'on lui refuse. Il le sent dans les rumeurs de croiseurs fédéraux qui l'attendent. Il le sent dans la fatigue de sa machine. Il le sent dans la lenteur qui s'installe, imperceptible mais réelle. Et malgré tout, il continue à laisser derrière lui cette image qui hante les routes maritimes. Un pavillon abaissé, des hommes transbordés, puis le feu.
La fumée qui s'étire sur l'horizon, les cendres qui retombent sur l'eau, la richesse qui se dissout en noir. Il y a des moments où l'Alabama croise des navires neutres, des bâtiments britanniques, français, espagnols, qui observent de loin. Ils voient la fumée, ils voient les canaux, ils voient la Seine, et ils comprennent que la guerre civile américaine, si lointaine sur la carte, est en train de se jouer aussi ici, sur ces routes, où passent les marchandises du monde. L'Europe regarde, juge, commente, et SMS, sans le vouloir, fait de chaque capture un spectacle international. Il y a aussi dans cette campagne une forme de solitude. Un raider n'a pas de base, il n'a pas de port sûr, il n'a pas de chantier à lui. Il vit dans l'entre-deux, toléré ici, chassé là, invisible ailleurs. Il dépend de charbonniers qui doivent le rejoindre discrètement, de rendez-vous en mer, de lettres codées, d'agents qui prennent des risques. Il dépend de la météo, il dépend du hasard des routes, il dépend de la discipline de ses hommes, et SMS au centre tient le fil. Il tient le fil juridique, en s'assurant que chaque prise est justifiable. Il tient le fil maritime, en choisissant les routes, en économisant le charbon, en alternant voiles et vapeurs. Il tient le fil humain, en maintenant l'équipage dans une guerre qui n'offre pas la gloire des grandes batailles, mais la répétition des mêmes gestes, arrêter, visiter, décider, brûler. À mesure que 1864 approche, l'Alabama ressemble de plus en plus à un animal magnifique mais fatigué, toujours dangereux, toujours capable de mordre, mais marqué par le voyage. La peinture s'écaille, le métal porte les traces du sel, les machines ont ce bruit particulier des choses qui ont trop travaillé, et la coque, sous la ligne de flottaison, traîne son fardeau de vie marine. Sem sait qu'il doit choisir, continuer à errer, en perdant peu à peu la vitesse, donc la sécurité, ou entrer dans un port européen pour réparer, au risque d'être surveillé, au risque d'être provoqué, au risque d'être forcé au combat. Il sait que la mer, qui lui a donné la liberté, commence à lui présenter une facture, et dans cette facture, il y a déjà un nom qui circule, un adversaire qui rôde, une silhouette qui attend son heure. L'Union a compris qu'on ne neutralise pas un raider seulement en le poursuivant au hasard, on le neutralise en l'obligeant à venir là où on peut le voir, là où il doit se montrer, là où il doit s'arrêter. L'Alabama, après avoir été une rumeur sur toutes les mers, va devoir, tôt ou tard, se fixer sur un point, un port, une rade, une côte européenne. Et ce point, ce sera une scène où la guerre de course, faite de surprises et de disparitions, risque de se transformer en duel. Un duel où la vitesse, l'information, la psychologie compteront encore, mais où le métal, la qualité des canons, la protection, la chance décideront en quelques dizaines de minutes ce que 2 années de chasse ont construit. Pour l'instant, Sem est encore en mer, encore maître de son rythme. Il regarde l'horizon comme on regarde un tableau où chaque voile peut être une proie ou un piège. Il sait que chaque jour gagné est une cargaison perdue pour l'Union. Il sait que chaque incendie est une ligne de plus dans la comptabilité de la peur. Et il sait aussi au fond que la fumée et les cendres ne sont pas seulement une signature, ce sont un compte à rebours. Parce qu'un navire qui brûle éclaire la nuit et attire les chasseurs. Cherbourg apparaît d'abord comme une promesse de pierre claire après des mois de sel, une côte normande qui ne ressemble à rien de ce que l'Alabama a connu dans l'Atlantique tropical ou l'océan Indien. Ici, l'air est plus lourd, plus humide, chargé d'odeurs de varech et de charbon, et la lumière de juin a cette netteté froide qui fait ressortir chaque détail, les falaises, les toits d'ardoise, les jetées, les silhouettes des forts. On entre dans une rade européenne comme on entre dans un salon où tout le monde vous a déjà jugé avant même que vous n'ayez parlé. Le 11 juin 1864, Raphaël Semmes fait mouiller son navire devant Cherbourg. Officiellement, il vient chercher des réparations. En réalité, il vient chercher du temps. Du temps contre l'encrassement de la coque, contre la fatigue des machines, contre l'usure des hommes. Du temps contre cette lenteur qui s'est installée, insidieuse comme une maladie. L'Alabama a vécu trop longtemps sans carénage sérieux. Sous la ligne de flottaison, la mer a collé sa propre armure, algues, coquillages, croûtes vivantes, et chaque mille parcouru coûte davantage. Un raider peut survivre à la faim, à la soif, à la fièvre. Il survit mal à la perte de vitesse. Cherbourg, c'est aussi un piège. Un port neutre, donc un port où l'on ne peut pas faire n'importe quoi. La France de Napoléon III joue l'équilibriste. Elle observe la guerre américaine avec un intérêt calculé. Elle ménage les susceptibilités. Elle ne veut pas se brouiller avec Washington, mais elle n'a pas non plus envie de se laisser dicter sa conduite par les protestations d'un consul. Neutralité, oui. Hospitalité, peut-être. Base navale, non. Et dans cette nuance, Semmes doit se glisser. Il envoie des demandes. Il écrit. Il sollicite l'autorisation d'entrer en bassin, de faire des réparations.
Il sait que la bureaucratie est une mer plus lente que l'Atlantique. Il sait aussi que chaque heure au mouillage est une heure où l'on peut le surveiller, le compter, le photographier du regard. L'Alabama, qui a vécu de l'invisibilité, devient soudain un objet fixe, un trophée potentiel, une cible. La nouvelle se répand vite. Cherbourg n'est pas un village isolé, c'est un port militaire, un lieu où passent des officiers, des marins, des voyageurs. On parle, on commente, on se presse sur les quais, on loue des barques pour aller voir de plus près ce navire dont les journaux européens ont fait une légende flottante. On veut apercevoir les canons, la coque fine, la mâture, le pavillon confédéré. On veut voir l'homme aussi, ce capitaine sudiste qui, sans flotte nationale, a promené la guerre sur toutes les mers. Et pendant que Cherbourg regarde, l'Union agit. Au large, presque comme s'il avait été convoqué par la rumeur, l'USS Kearsarge apparaît, un sloop de guerre fédéral commandé par le capitaine John Ancram Winslow. Un navire qui n'a pas la silhouette romantique d'un corsaire, il a la silhouette d'un chasseur patient. Il vient se poster à l'entrée, à distance, hors des eaux territoriales françaises. Il ne peut pas attaquer dans le port. Il n'en a pas besoin. Il attend. L'attente, c'est une arme. Elle dit « Je suis là, je ne partirai pas ». Tu peux réparer si on te laisse réparer. Tu peux tenter de t'échapper, mais tu ne passeras pas sans me voir. Et Semmes comprend immédiatement ce que cela signifie. Il est venu chercher du temps, on lui apporte un duel. Dans les jours qui suivent, l'Alabama devient une scène. Les journaux s'emparent de l'affaire, les correspondants écrivent, les cafés bruissent. Les officiers français observent avec cette politesse distante des neutres qui savent qu'ils sont au centre d'un événement sans en être les acteurs. Les marins de l'Alabama, eux, sentent la tension. Un navire de guerre au mouillage, c'est un navire qui ne dort jamais vraiment. On entretient, on nettoie, on vérifie les affûts, on compte les obus, on inspecte les cordages. On écoute les rumeurs qui montent du quai comme une marée. Semmes, légaliste, veut encore croire à la procédure. Il veut une cale sèche, il veut des réparations. Mais la France hésite. Les règles de neutralité limitent ce qu'on peut faire pour un belligérant. On peut permettre des réparations nécessaires à la sécurité, pas une remise à neuf qui prolongerait la campagne. On peut fournir du charbon, mais en quantité encadrée. On peut accueillir, mais pas armé. Et pendant que les papiers circulent, la coque de l'Alabama continue de traîner sa lenteur. Alors Semmes fait un choix qui ressemble à un geste de chevalier et à un calcul de survie en même temps. Il décide de sortir. Il y a dans cette décision une part de théâtre. Semmes sait que rester au mouillage, c'est s'exposer à une humiliation lente, être bloqué par un seul navire, dépendre des décisions, d'une administration étrangère, voir son équipage se démoraliser, voir l'Union triompher sans tirer un coup de canon. Sortir, c'est reprendre l'initiative. C'est aussi risquer de perdre tout ce qu'il a construit. Mais un raider qui accepte d'être enfermé cesse d'être un raider. Le matin du 19 juin 1864, un dimanche, la mer au large de Cherbourg est d'un calme trompeur, une houle légère, un ciel clair lavé. La côte est visible, nette, comme un décor. Les spectateurs se massent. On embarque sur des bateaux d'excursion, on grimpe sur les hauteurs. On veut voir, on veut raconter plus tard. J'y étais. La guerre, quand elle se montre, attire toujours. L'Alabama lève l'ancre et sort, escorté un moment par un navire français, selon l'usage, jusqu'à la limite des eaux territoriales, puis il est seul. Devant lui, le Kearsarge attend, à distance, comme un animal qui ne bouge pas avant d'être sûr de la morsure. Les deux navires se rapprochent, ils manœuvrent, ils cherchent la position. Ce n'est pas une bataille de ligne, ce n'est pas Trafalgar. C'est un duel d'artillerie à l'ère de la vapeur, mais encore imprégné des réflexes de la voile. On tourne, on présente le flanc, on cherche à garder la distance qui avantage ses canons. On veut frapper sans être frappé. On veut que l'autre tire trop tôt, trop court, trop haut. Semmes connaît son navire. Il connaît ses forces. Une coque rapide, du moins elle l'était. Une artillerie respectable, un équipage aguerri par 2 ans de chasse. Il connaît aussi ses faiblesses, l'usure, l'encrassement, la fatigue des machines, et cette réalité brutale que l'Alabama n'a pas, était conçue pour encaisser un duel prolongé contre un adversaire bien armé. Winslow, lui, connaît sa mission. Il n'a pas besoin de gloire romantique. Il a besoin d'un résultat. Il a besoin de mettre fin à une campagne qui a coûté cher en navires, en primes d'assurance, en prestige. Il a besoin de prouver que la chasse finit par attraper le chasseur. Les premiers coups partent. Le bruit des canons, au large, arrive jusqu'à la côte comme un roulement sourd. Sur l'eau, c'est un autre monde. La détonation vous frappe dans la poitrine, la fumée blanche s'étale, le recul secoue l'affût, les « oh » servants cried, courent, chargent.
La poudre brûle et laisse cette odeur âcre qui colle à la gorge. Les éclats de bois volent quand un obus frappe. Les cordages se tendent. Les hommes glissent sur un pont qui devient vite un mélange de suie, de sueur, de débris. Les navires tournent l'un autour de l'autre, décrivant des cercles, comme deux boxeurs qui cherchent l'ouverture. L'Alabama tire vite. Trop vite, diront certains. Dans l'excitation, dans la volonté de frapper le premier, on peut perdre en précision, et la précision dans un duel vaut plus que la cadence. Un obus bien placé peut décider de tout. 10 obus perdus dans la mer ne sont que du bruit. Le Kearsarge, lui, tire avec une régularité froide, et il a un avantage que Semmes ne voit pas forcément au premier regard, ou qu'il sous-estime, une protection improvisée mais efficace. Le Kearsarge a disposé des chaînes le long de ses flancs, comme une cuirasse de fortune, pour protéger les machines et les parties vitales. Ce n'est pas un cuirassé, mais c'est assez pour transformer certains impacts en coups amortis. Dans une bataille où l'on vise souvent la machine, où l'on cherche à immobiliser l'autre, cette différence compte. Les obus du Kearsarge commencent à trouver leur chemin. Ils frappent la coque de l'Alabama, ils ouvrent des voies d'eau, ils détruisent des pièces, ils tuent, ils blessent. Et surtout, ils touchent là où un raider ne peut pas se permettre d'être touché, dans sa capacité à rester à flot, à manœuvrer, à fuir. Semmes, sur sa passerelle, doit prendre des décisions à la seconde, continuer le cercle, tenter de réduire la distance, chercher à aborder. L'abordage dans l'imaginaire est une solution héroïque. Dans la réalité de 1864, contre un navire qui tire bien, c'est souvent un suicide, et l'Alabama, ralenti, encrassé, n'a pas la vivacité nécessaire pour imposer une manœuvre brutale. La bataille dure environ 1 heure, un peu plus. 1 heure, c'est long quand chaque minute apporte un nouveau choc, un nouveau cri, un nouveau trou dans la coque. 1 heure, c'est court quand on pense à 2 ans de campagne. 2 ans de capture, de feux allumés sur l'horizon, de pavillons abaissés, de journaux saisis, de routes commerciales bouleversées. Tout cela se condense en une poignée de manœuvres et de salves. À un moment, l'Alabama commence à gîter, la voie d'eau s'aggrave, la pompe ne suffit plus, la machine souffre. La mer, qui a été l'allié de Semmes, devient son juge. L'eau entre froide, lourde, inexorable, et un navire, quand il commence à perdre la bataille contre l'eau, perd contre quelque chose qui ne négocie pas. Semmes comprend. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de ruse qui efface une coque percée. Il ordonne de se diriger vers la côte, vers les eaux françaises, dans l'espoir d'échouer le navire, de sauver l'équipage, peut-être de sauver l'honneur. Mais le Kearsarge continue de tirer. Et l'Alabama déjà est trop bas sur l'eau. Alors vient le geste final, celui qui résume toute la campagne en une image inversée. Pendant 2 ans, Semmes a vu des navires marchands baisser leurs pavillons, évacuer leurs hommes, puis brûler. Maintenant, c'est son tour. Le pavillon confédéré est abaissé, on lance les canaux. On jette tout ce qui peut flotter. On appelle à l'aide. La fumée et les cendres d'un navire marchand, motif répété sur toutes les mers, se transforment en autre chose. La fumée d'un navire de guerre qui meurt. Pas dans un port lointain, pas dans une tempête, mais sous les yeux de l'Europe, devant une côte française, devant des spectateurs qui ont payé leur place sur une barque, l'Alabama coule. Il s'enfonce avec cette lenteur terrible des grandes masses qui disparaissent. La poupe se dresse, l'eau avale les ponts, les canons se taisent, et puis il n'y a plus qu'une tache, des débris, des hommes dans l'eau, des cris, des bras qui battent. Semmes survit. Il ne survit pas par miracle, mais par ce mélange de chance et de réseau qui a toujours accompagné sa guerre. Des canots du Kearsarge récupèrent des naufragés, mais un yacht britannique, le Deerhound, présent comme spectateur, s'approche aussi. Il recueille Semmes et plusieurs de ses officiers, et au lieu de les remettre aux fédéraux, il file vers l'Angleterre. Une évasion en plein jour, presque insolente, au milieu d'un événement déjà chargé de symboles. Pour l'Union, c'est une victoire nette. L'Alabama est au fond. La campagne est terminée. Pour Semmes, c'est une défaite, mais une défaite qui nourrit immédiatement la légende. Il a accepté le duel, il a combattu, il a coulé. Ah, il a échappé à la capture. Les récits se mettent en place à peine l'eau refermée. À Cherbourg, on compte les morts et les blessés. On soigne, on enterre. Les corps, parfois, reviennent à la côte, portés par les courants. La guerre, qui semblait lointaine, laisse des traces concrètes sur une plage française. Et dans les salons, dans les journaux, on discute déjà. Était-ce un combat à la loyale? Le Kearsarge avait-il triché avec ses chaînes? Semmes avait-il été imprudent? La neutralité française a-t-elle été respectée? Chaque détail devient une querelle, parce que chaque détail sert une mémoire. Semmes en Angleterre n'est pas un homme libre au sens plein. Il est un officier confédéré en exil temporaire, un symbole encombrant, mais il est vivant.
Et tant que la Confédération tient encore, tant que Richmond n'est pas tombé, il peut encore servir. Il traverse, il revient vers le sud par des routes détournées, comme tant d'agents confédérés qui ont appris à voyager dans les interstices de la diplomatie. Quand il remet le pied sur le sol confédéré, la guerre a changé. La grande époque des raids océaniques touche à sa fin. L'Union a renforcé sa marine, ses réseaux, sa pression sur les neutres. La Confédération, elle, s'épuise. Les ports sont étranglés. Les rails manquent. Les usines manquent. Les hommes manquent. Sem reçoit un grade de contre-amiral dans la marine confédérée, une promotion qui sonne comme une reconnaissance et comme une ironie. Un amiral sans flotte, ou presque. On lui confie ensuite à un moment la défense de la James River, près de Richmond, avec une petite escadre improvisée, des navires et des batteries, dans un environnement totalement différent de l'océan ouvert. Ici, pas de route commerciale, pas de baleiniers, pas de prise. Ici, des rivières, des bancs de sable, des torpilles, on dirait aujourd'hui des mines, des batteries côtières, des cuirassés, des ponts à protéger, des retraites à organiser. C'est un autre métier. Sem, l'homme des horizons circulaires, se retrouve dans un couloir d'eau où chaque virage peut être un piège. La guerre industrielle, celle qu'il a contournée en attaquant le commerce, est là, devant lui, sous forme de cuirassés fédéraux, de logistique massive, de pression constante, et la Confédération recule. Quand Richmond tombe en avril 1865, quand le gouvernement confédéré fuit, quand les armées se rendent les unes après les autres, Semmes n'est plus le capitaine d'un navire mythique, il est un officier d'un État qui s'effondre. Il tente de continuer, un temps, en rejoignant les forces de Joseph E. Johnston en Caroline du Nord, servant comme brigadier général dans l'armée confédérée, un marin devenu général par nécessité parce que la Confédération n'a plus les moyens de séparer proprement ses guerres. Mais la fin est là. Elle n'a pas besoin de grands gestes. Elle arrive comme une marée. Semmes est capturé après la guerre, brièvement emprisonné. Il est détenu à la Navy Yard de New York. L'homme qui a brûlé des navires de commerce se retrouve derrière des murs, dans la ville même qui symbolise la puissance maritime et financière du Nord. Il n'est pas exécuté. Il n'est pas jugé comme pirate. La guerre se termine, et avec elle vient une autre bataille, celle des récits, des responsabilités, des réparations. Car l'Alabama, même au fond de la Manche, continue de coûter cher. Pas seulement en navires perdus, mais en diplomatie. Les États-Unis poursuivent la Grande-Bretagne pour avoir permis, par négligence ou complaisance, la construction et la sortie de raiders, confédérés comme l'Alabama. Ce contentieux devient l'un des grands dossiers internationaux de l'après-guerre. Il aboutit en 1872 à l'arbitrage de Genève, où la Grande-Bretagne est condamnée à payer des indemnités aux États-Unis, les fameuses Alabama Claims. Sem, qui a toujours voulu être l'homme du droit et de la légitimité, voit son navire devenir le nom d'une condamnation internationale. Son œuvre de guerre de course se transforme en jurisprudence. Et lui, que devient-il? Il rentre dans une vie civile qui n'a rien de simple. Le Sud est ruiné. Les structures sociales sont bouleversées. Les anciens officiers confédérés doivent se réinventer, souvent avec amertume, parfois avec une énergie froide. Sem, cultivé, discipliné, habitué à écrire, se tourne vers la plume. Il publie ses mémoires, défend sa conduite, défend la cause confédérée, défend l'idée qu'il a mené une guerre régulière, honorable, conforme aux usages. Il insiste sur les formes, sur les papiers, sur les évacuations d'équipage, sur la chevalerie maritime, mais la mémoire n'obéit pas aux mêmes règles que les prises. Pour beaucoup au nord, Semmes reste un pirate, un incendiaire, un homme qui a attaqué le commerce civil. Pour beaucoup au sud, il devient un héros, l'un des rares à avoir porté la guerre loin des champs de bataille perdus, l'un des rares à avoir humilié l'Union sur un terrain où elle se croyait invulnérable. Deux images incompatibles, et pourtant toutes deux alimentées par des faits réels. Oui, il a été courtois avec des prisonniers, oui. Ah, il a brûlé des navires civils? Oui, il a respecté des rituels juridiques. Oui, il a mené une guerre économique impitoyable. Il y a dans cette contradiction quelque chose qui colle à Semmes jusqu'à la fin. Il veut être un officier régulier, un homme de règle, un serviteur d'un État. Mais l'État qu'il a servi a été une rébellion, et sa méthode a été celle du prédateur. Il veut être jugé par le droit des nations, mais il a vécu dans les zones grises de la neutralité britannique, dans les interstices, des ports, dans les limites du charbon autorisé, dans les délais de 24 heures, dans les sourires diplomatiques qui disent « non » sans le prononcer. Et pourtant, il faut reconnaître ce qu'il a compris avant beaucoup d'autres, qu'une puissance maritime ne se mesure pas seulement au nombre de cuirassés, mais à la sécurité de ses routes commerciales,
qu'on peut frapper un pays en frappant ses assurances, ses armateurs, ses habitudes, qu'un navire rapide, bien commandé, peut obliger un adversaire à disperser des forces immenses, qu'un conflit civil, enfermé dans un continent, peut devenir mondial dès lors que le commerce est mondial, mais il a aussi rencontré la limite, brutale, mécanique. La guerre de prédation dépend de la mobilité. La mobilité dépend du charbon, des machines, des coques propres, des ports tolérants. Et tout cela, face à une puissance industrielle et diplomatique, finit par se refermer, le filet se resserre, les ports deviennent moins accueillants, les quantités de charbon se réduisent, les réparations se refusent, les chasseurs apprennent, et un jour le raider doit s'arrêter, il doit entrer dans un port, il doit se montrer, il doit accepter un duel. À Cherbourg, ce duel a eu lieu comme une démonstration, non pas seulement de courage, mais de transition historique. On passe d'une mer où un corsaire pouvait vivre de ruse et de vitesse à une mer où la protection, la précision, la logistique, la coordination mondiale pèsent plus lourd. L'Alabama, né dans une hypocrisie de registres et de chantiers, meurt dans une clarté presque pédagogique. 2 navires, 2 pavillons, des salves, un naufrage, et l'image finale, celle qui reste, n'est pas seulement celle d'un navire confédéré qui s'enfonce, c'est celle d'une fumée qui s'étire au-dessus de l'eau, d'un incendie qui n'est plus celui d'un marchand anonyme, mais celui du prédateur lui-même. La fumée et les cendres, encore, sauf que cette fois, elle ne marque pas une prise. Elle marque la fin d'une chasse. Raphaël Semmes vieillit avec cette fin. Il vit encore 13 ans après Cherbourg. Il traverse la reconstruction, les rancœurs, les récits qui se durcissent. Il meurt en 1877, à Mobile, en Alabama, un nom qui, pour lui, n'a jamais été seulement un État, mais un pavillon, une coque, une campagne, une manière de faire la guerre. Et si l'on revient mentalement à ces scènes répétées sur toutes les mers, un navire arrêté, des papiers examinés, un équipage transbordé, puis le feu, on comprend que Semmes a laissé derrière lui plus que des épaves. Il a laissé une leçon sur la fragilité du commerce, sur la puissance de la peur, sur la façon dont un seul capitaine, sans port sûr, sans chantier, sans flotte nationale, peut faire trembler une économie jusqu'au jour où la mer, la diplomatie et l'industrie se accordent pour lui demander l'addition au large d'une côte française, sous les yeux d'un continent qui regarde la guerre comme un spectacle et qui ce matin-là a vu un mythe couler